Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission spéciale qui se veut une rétrospective pour 2024. Bienvenue donc à cette émission qui va tenter de décrypter l'espace d'une heure et demie l'actualité qui a marqué 2024. L'année 2024 donc s'achève, marquée par des événements marquants qui ont façonné l'actualité, comme je le disais, mondiale, de l'évolution des crises géopolitiques aux avancées technologiques et climatiques, en passant par les enjeux sociaux et les transformations économiques. Cette rétrospective, je vous le disais, se propose de revenir sur les moments clés qui ont dessiné cette année. Des tournants politiques, des grandes mobilisations citoyennes aux manifestations engagées, des catastrophes naturelles aux élans de solidarité. 2024 nous a offert son lot de joie, mais surtout son lot de peine, beaucoup de peine. À Gaza, au Liban, au Soudan, les exemples ne tarissent pas à ce sujet. 2024 nous a offert également son lot de défis et de surpassements, de progrès, de transformations. Cette année qui s'en va nous aura en tous les cas montré jusqu'où pouvait aller la folie humaine en l'absence de raison, et l'usage excessif à outrance de la force n'est pas forcément surtout un triomphe. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette rétrospective 2024. Alors pour en parler, nous allons accueillir avec beaucoup de plaisir nos invités qui nous accompagneront tout au long de ces quelques heures ou cette heure et demie. Nous aurons avec nous, bien entendu, de manière successive, Omar Benberti, professeur universitaire et analyste des questions internationales depuis Oran. Omar Benberti, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de nous rejoindre. Pas de souci. Nous aurons également Gamal Abina qui nous accompagnera. Gamal Abina, analyste des questions internationales. Gamal Abina qui n'est plus à présenter. Gamal, bonsoir. Bonsoir Léla, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tout le monde. Alors vous êtes avec nous depuis Paris en direct. Nous aurons également dans un petit moment Miloud Chenoufi, professeur des relations internationales au Collège des forces canadiennes de Toronto. Et bien sûr Abdelkader Soufi qui va donc être parmi nous, professeur universitaire et expert en questions internationales. Sami Qaidi, journaliste au quotidien El Moujad, qui vont nous rejoindre dans un petit moment. Monsieur Omar Benberti, monsieur Gamal Abina, alors cette année a été chargée, il faut le dire, bien sûr, avant d'explorer les méandres de ce qui s'est passé en ce 2024. Nous allons commencer par l'Algérie, une station qui s'impose, si vous voulez. Des moments forts, il y en a eu en Algérie, surtout avec les élections présidentielles et surtout avec ce qu'on appelle ce lot de réformes qui a été proposé par le président algérien Abdelmajid Tebboune sur le plan interne, mais il n'y a pas eu que le plan interne, puisque ça a été déjà auparavant précédé par l'aspect extérieur ou la politique extérieure qui a toujours fonctionné pour l'Algérie, surtout concernant certains dossiers très lourds comme par exemple le dossier palestinien ou le dossier sahraoui, ou encore des dossiers de décolonisation et surtout des causes justes que l'Algérie n'a jamais eu de cesse de défendre, sans parler bien sûr de sa profondeur africaine. Et quand je dis, donc je fais allusion à ce qui se passe aujourd'hui dans la région du Sahel, c'est-à-dire à nos frontières. Pour commencer avec vous, Omar Benberti, si on devait faire un bilan 2024 pour parler de l'Algérie, par quoi pourrait-on commencer? Oui, bon, d'abord, je pense qu'on peut dire une chose à la fin de cette année 2024, c'est que l'Algérie se porte bien, alhamdoulilah. Et donc, partant de ce constat, on peut considérer que le chemin qui a été parcouru est un chemin qui n'a certes pas été dénué de toute embûche, mais c'est un chemin qui a été couronné de succès. Il y a eu bien entendu la réélection du président Abdelmajid Tebboune, mais il y a eu surtout le fait que l'Algérie est de nouveau placée sur des rails de développement et que les réformes qui ont été engagées, que ce soit au plan économique ou au plan social, sont des réformes qui auront un impact énorme à partir de 2025. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, au plan international, bien sûr que la situation n'est pas de tout repos. Les turbulences auxquelles nous assistons depuis
tout au long de cette année, que ce soit en Palestine, que ce soit au Sahel, que ce soit avec les attaques au Mali et dans les pays avec les nombreuses tribulations des pouvoirs dans cette région, l'Algérie tire son épingle du jeu de manière intelligente et je crois qu'elle a compris qu'elle avait intérêt à développer davantage sa profondeur africaine et se retourner un peu plus vers ce qui constitue un petit peu sa profondeur stratégique du point de vue du continent africain. Très bien, Monsieur Omar Benbarti. Donc, messieurs, je vous propose un petit peu d'entendre ou d'écouter ensemble et de voir ensemble ce sujet signé Esma El Eid pour revenir tout de suite après au débat. Durant l'année écoulée, l'Algérie a continué à consolider sa présence sur la scène internationale sous la conduite du président algérien Abdelmadjid Tebboune, enregistrant des succès diplomatiques inébranlables au plan diplomatique international. L'Algérie, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a intensifié ses efforts pour défendre les peuples opprimés. L'Algérie n'a jamais dévié de ses principes qui consistent à militer en faveur des pays encore sous le joug colonial et porter leur voix sur la scène internationale. S'agissant de la Palestine occupée, l'Algérie est restée fidèle à sa position immuable de soutien à la cause palestinienne et continue de condamner la poursuite du génocide qui se poursuit en 2024 à Gaza. Pour le dossier du Sahara occidental occupé, l'Algérie a continué durant l'année écoulée à réitérer son soutien inconditionnel à la cause et au peuple sahraoui et réaffirmer en de nombreuses occasions son soutien indéfectible au peuple sahraoui. En 2024, l'Algérie s'est positionnée comme un médiateur efficace dans la résolution des conflits. La diplomatie algérienne a connu un renouveau significatif, un retour remarquable sur la scène diplomatique internationale avec la participation efficace du président algérien Abdelmadjid Tebboune au sommet du G7 à Paris, en Italie, ce qui reflète la place qu'occupe désormais l'Algérie dans la cour des grands à l'échelle mondiale. L'année 2024 a été celle de la consécration du retour triomphal de l'Algérie sur la scène internationale. Les activités diplomatiques ont été riches tout au long de l'année. En 2024, le chef de l'État algérien a effectué plusieurs visites à l'étranger. Abdelmadjid Tebboune s'est rendu le 22 avril 2024 en Tunisie pour participer à la première réunion consultative regroupant les dirigeants de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye. Le président de la République algérienne avait également entamé une visite de travail et de fraternité en République arabe d'Égypte et une visite d'État au sultanat d'Oman en octobre 2024. Le président algérien a aussi participé le 10 décembre 2024 à Nouakchott aux travaux de la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité qui s'est tenue en République islamique de Mauritanie. D'autre part, de nombreux chefs d'État sont venus en Algérie. On citera celle du président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a effectué une visite d'État en Algérie le 6 décembre 2024, une visite qui reflète les liens historiques profonds entre les deux pays. En 2024, l'Algérie a organisé avec brio l'un des événements économiques les plus importants de l'année, celui du Forum des pays exportateurs de gaz qui s'est tenu à Alger du 29 février au 2 mars dans une conjoncture mondiale en effervescence. Le forum a constitué une plateforme importante pour discuter de la coopération avec la participation de chefs d'État venus de plusieurs pays du monde, un événement qui a connu un grand succès. En 2024, l'Algérie a également redoublé d'efforts pour renforcer son influence en Afrique de par son appartenance géographique. Autre date phare sur le plan politique, le 7 septembre 2024, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a été réélu pour un second mandat, marquant une continuité politique et la poursuite des réformes engagées. Le 17 septembre, le président Abdelmadjid Tebboune prête serment au Conseil de la Nation. L'année 2024 a également été marquée par un défilé militaire grandiose, célébrant le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. L'unité nationale a été mise à l'honneur, rappelant l'importance de la lutte pour l'indépendance.
L'Algérie a franchi un pas gigantesque dans tous les domaines en 2024, une année qui reste historique au vu des réalisations au plan diplomatique, économique et technologique, ce qui propulse l'Algérie au rang de pays émergent, et comme évoqué par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Voilà, donc c'était un sujet signé Esma Al-Aid où bien sûr nous avons fait une sorte de rétrospective sur la totalité de l'actualité, et en tous les cas les plus marquantes pour l'Algérie. On sait très bien qu'il y a une série de réalisations, qu'elles soient annoncées par le président ou celles qui ont été déjà réalisées. Donc finalement les élections du 7 septembre 2024 n'auront pas finalement fait la rupture, mais la continuité, une continuité dans les réformes sur le plan interne, par exemple ce qu'on appelle l'école des codes communaux et de wilaya, mais également sur le plan du développement des startups africaines, puisque l'Algérie a accueilli quand même un forum sur les startups africaines, qu'il y a également un intérêt pour ce qui est donc les nouvelles technologies, et surtout pour l'éducation, où l'Algérie compte un petit peu jouer les locomotives dans un continent qui éprouve de plus en plus le besoin de développer ce qu'on appellerait ce côté ou le plan éducatif dans ce qu'on appellerait l'instruction, la formation, et bien sûr qui gagnerait à être numérisé. Gamal Abina, que faut-il penser de toutes ces réalisations ou des projets qui sont en cours pour l'Algérie? L'Algérie est en train d'avancer à grands pas pour sortir de ce qu'on appellerait de manière, je dirais, commune, comme ça, les pays sous-développés. Oui, on est très loin des pays sous-développés. On Oui. a un pays dont on dit qu'il est en voie de développement, ou un pays très Émergent. avancé en l'occurrence. Tout à fait. C'est les catégorisations qui sont un peu ridicules, parce qu'il y a plusieurs éléments qui conduisent à penser que ce qu'on appelle le sous-développement ou la voie de développement est de loin passé par l'Algérie. On a eu une première vague de réformes qui avait été conduite en 70, à une époque où effectivement la population était peu alphabétisée. Il a fallu rattraper un retard considérable. 90% de gens qui étaient illettrés et analphabètes. On est passé de cela à quasiment 100% de gens qui savent lire et écrire. Et c'est là-dessus qu'il faut parier sur les cerveaux. Donc en 70, il y avait le plan des industries industrialisantes qui ont lancé dès le départ les grandes industries lourdes. Donc l'Algérie avait déjà acquis cela. Ce n'était pas du tout perdu. Ça a été malheureusement réduit comme peau de chagrin dans les années 90 après la guerre civile. On est passé de 10% de production industrielle à 2,5%. Maintenant, on est reparti à 5 ou 6%, je crois. Mais une chose est certaine, c'est que les réformes ont été conduites sur deux fronts et qui sont très salvateurs pour le pays. Le premier front, c'est l'industrie. Les industries légères de transformation, les industries agroalimentaires, les industries pharmaceutiques qui couvrent plus de 80% maintenant, je crois, des besoins du pays, les industries, la haute technologie, on le sait déjà, les industries effectivement de type tout ce qui est électroménager, électronique et puis bien d'équipement. Tout cela est compensé avec des futurs géants industriels qui sont déjà des géants sur le plan national. Ensuite, l'Algérie s'est émancipée de cette honte de penser que le produit algérien était de faible qualité. La preuve en est, c'est que même une pâte à tartiner a fait polémique en Europe parce qu'on ne voulait pas l'apporter. Elle était une concurrente sérieuse avec grands groupes connus depuis 70 ans. Et surtout, l'Algérie, c'est un grand paquebot économique qui a pris du temps à avancer. Il a fallu du temps pour le mettre sur les rails, il a fallu du temps pour expérimenter différentes expériences économiques, à savoir le socialisme intégral, puis un socialisme mixte d'État. Et aujourd'hui, on a un pays qui, effectivement, c'est un paquebot, prend du temps à avancer, mais montre des signes, effectivement, et c'était vraiment partie, des signes positifs. Premier des signes, c'est que sur le plan macroéconomique, dans la grande économie, eh bien, tous les comptes sont dans le vert, à part un déficit public plus ou moins maîtrisé. Sinon, tout le reste, la balance extérieure est excédentaire. Les réserves de change se chiffrent à 72 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien. Donc, c'est 15 mois d'importation. Les déficits extérieurs sont inexistants. L'investissement productif est continu. Les IDE commencent à affluer. Et puis surtout, le coup de maître algérien, c'est maintenant évidemment la conséquence directe sur la microéconomie, sur la petite économie va être lente à se faire sentir parce qu'il faut du temps pour que cet effet de ruissellement, comme disait un certain Macron ou les industriels américains dans les années 20, cet effet de ruissellement soit palpable. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a un pays qui a une des économies les plus saines et les mieux gérées au monde. Pas de dette extérieure, des excédents commerciaux continus et un développement d'infrastructures continues qui ne s'est jamais arrêté. Oui. Donc c'est vrai que l'Algérie est sur une vague d'espoir importante. C'est le dernier espoir du monde arabe, il faut être très clair. On a détruit toutes les républiques qui restaient. Et surtout, c'est un pays qui a démontré, effectivement, après des moments très difficiles, qu'il était capable de dépasser ces difficultés, de donner de l'espoir à l'avenir et de croire, et c'est ça qui est important, je le répète, à la production industrielle nationale. Quand on va dans des magasins algériens maintenant, quand on va dans les centres commerciaux, 95% des produits sont algériens, ce qui n'est pas la moindre des fiertés et ce ne sont pas des produits de mauvaise qualité. Donc ça, c'est à souligner. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, l'Algérie est sur une vague ascendante qui lui sera très profitable sous peu, je pense.
Oui, vous faites bien de le dire, parce que de toute façon, des avancées assez pertinentes ont été enregistrées quand même dans ce domaine. Il y a comme une volonté réelle de vouloir un petit peu, si vous voulez, faire un peu porter l'Algérie vers ce qu'on appellerait cette modernité. Et peut-être que c'est en cela que les programmes ont été faits et des réformes ont été revues. Donc beaucoup de dossiers qu'on pensait finalement être au tiroir ont été un petit peu remis à l'ordre du jour et surtout qui nécessitent des réformes, sans parler bien sûr de la lutte contre la corruption qui mine un peu l'économie algérienne, sans parler également du marché parallèle. Toutes ces réformes ont été donc annoncées par le président de la République. Il y a cette politique donc interne qui a donné ses fruits, qui commence en tous les cas à être perceptible dans la vie quotidienne des Algériens, mais il y a également la présence ou l'Algérie sur le plan international. L'Algérie sur le plan international, on ne peut pas ne pas la citer lorsqu'il s'agit surtout de Gaza. Alors depuis le début de cette guerre, de ce génocide, l'Algérie s'est toujours tenu du côté des Palestiniens, du côté donc de ce peuple opprimé. Et l'on se rappellera de discours qui a été prononcé par Abdelmadjid Tebboune juste avant que cette guerre ne se déclenche. Rappelez-vous, messieurs, lorsqu'il disait qu'il fallait que toutes les factions palestiniennes se réunissent et surtout puissent trouver des consensus entre elles. Suite à ça, il y a eu ce fameux donc le 7 octobre 2023 qui s'est prolongé jusqu'en 2024. Donc ça fait 2 ans que Gaza est sous le génocide et que ça fait 2 ans également que l'Algérie n'a pas cessé, ne serait-ce que d'un iota, de plaider la cause et de soutenir la cause palestinienne. Il y a également ce discours de Ammar Benjama, je ne sais pas si... Il y en a eu beaucoup d'ailleurs, hein, mais celui-là, je pense qu'il a été le plus frappant, le plus émouvant. On va essayer de le voir ensemble, s'il est prêt, où il parlait justement du fait, juste après, je crois, le massacre de Khan Younes et de Jabalia, qui ont attaqué donc des refuges ou des écoles, un massacre qui était terrible, ce qui a marqué cette année 2024, et où Ammar Benjama, le représentant de l'Algérie auprès des Nations Unies, avait parlé des martyrs qui sont donc tombés, qui sont morts, qui ont été donc assassinés. Il disait nous enterrerons nos martyrs et nous reviendrons donc à la charge. On va voir si le discours est prêt de Ammar Benjama. Voilà, très bien, on va l'écouter ensemble, messieurs, et on revient au débat. أننا سندفن شهدائنا هذا المساء برفح بغزة بكل فلسطين وأن الجزائر ستعود غدا باسم الأمة العربية وباسم الأمة الإسلامية وباسم أحرار العالم ومعنا أرواح الآلاف من الأبرياء التي أزهقها المحتل الإسرائيلي من دون حساب ولا عقاب. ستعود الجزائر لتدق أبواب مجلس الأمن مرة أخرى وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين، ولن نتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته ويفرض وقفا إطلاق النار فوريا، فإن لنا نفوسا لا تمل وعزيمة لا تكل. Voilà, donc c'était, si vous voulez, l'allocution qui a été prononcée juste après ce massacre, d'ailleurs le premier du genre, parce qu'après des massacres, il s'en est suivi d'autres à Jabalia,
à Khan Younes. Et donc, on voit ici que ce discours a marqué l'année 2024, bien que d'autres discours étaient très importants. Mais celui-là en particulier était très émouvant parce qu'on sentait avec ce « nous », vous voyez que l'Algérie et la Palestine ne faisaient plus qu'un, Omar Ben Barti. On ne parlait plus au nom de la Palestine, on parlait au nom de tous. On était presque dans ce qu'on appellerait une osmose. Tout à fait. Nous sommes des Palestiniens, nous sommes des Algériens, ça c'est clair. Et de ce point de vue, la position de l'Algérie n'a pas changé d'un iota. Depuis son indépendance, en 1962, l'Algérie a toujours soutenu la cause du peuple palestinien. Et ce qui fait la force de son discours, ce n'est pas seulement celui-ci, mais ce qui fait la force de l'ensemble des discours qui ont été prononcés par les dirigeants algériens, c'est que c'est un pays qui a mis au cœur, que dis-je, dans l'âme de sa démarche, la souveraineté. La souveraineté, c'est un élément déterminant du principe politique des gouvernants de ce pays. Donc, à partir du moment où vous mettez au cœur de votre démarche la souveraineté comme étant le véritable acteur déterminant de votre situation, de votre position, vous ne pouvez qu'avoir des discours comme celui de notre représentant auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et vis-à-vis de la Palestine, je crois que tout à l'heure, Gamel Abina a bien fait de le souligner, nous restons l'un des derniers, sinon le dernier pays arabe à soutenir cette cause, parce que c'est une cause sacrée à laquelle nous avons consacré des millions de morts. Et ça ne date pas de la dernière guerre 54-62, mais ça a commencé en 1830. À partir de ce moment-là, il est évident que dans l'âme, dans l'esprit, dans la culture, dans les gènes, dans l'ADN de tout Algérien, il y a cette volonté, bien entendu, de développer sa souveraineté et de se considérer comme étant un peuple libre. Oui, très bien, Omar Ben Barti. Alors, je vous laisse le temps d'une courte pause publicitaire et on revient au débat. Alors, nous sommes de retour pour poursuivre notre débat sur cette rétrospective 2024. Nous avons avec nous ici sur le plateau présent notre invité, Abdelkader Soufi, professeur universitaire et analyste des questions internationales. Professeur Soufi, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est moi. Alors, on débattait parce qu'on ne pouvait pas faire de rétrospective sur l'année 2024 sans parler, bien sûr, de ce moment clé ou de cette étape ou de cette station primordiale qu'est le génocide donc, à Gaza, qui en est à sa deuxième année. Donc, finalement, 2024 aura été un petit peu le prolongement de 2023, mais avec encore plus d'horreur, au fait. Le soutien de l'Algérie sur ce plan-là a été depuis le début très très clair, il a été indéfectible. Ce n'est pas une surprise d'ailleurs que c'est toute l'Algérie dans ses constantes qui est en train de se manifester. Alors comment peut-on définir ce rapport ou ce lien, je dirais presque ombilical, entre la Palestine et l'Algérie concernant aujourd'hui ce qui se passe à Gaza? D'abord, il faut dire que l'approche algérienne, elle est connue de tous. Et c'est que, d'abord, sur un plan international, en tant qu'État qui respecte le droit international, la Charte des Nations Unies, l'Algérie œuvre de toutes ses forces à maintenir un cap et une position par rapport à ceci. Maintenant, les génocides, là où ils ont été décriés par l'Algérie encore plus que celui qui se passe en Palestine, car cela a démontré, car l'ordre mondial tel qu'il est aujourd'hui, c'est un monde qui est fait pour, donc, à deux vitesses, à géométrie variable, et qui a démontré que le Conseil de sécurité est un conseil vraiment faible, incapable de prendre des positions, car il est soumis au diktat des puissances qui le gèrent, si vous voulez, ou au moins qui maintiennent ce statu quo. Je crois que l'Algérie est l'un des premiers et aussi des rares pays qui a crié haut et fort ce génocide perpétré contre les Palestiniens à Gaza, mais aussi
en Cisjordanie. Et que cette relation, comme vous l'avez si bien dit, elle est incrustée dans la doctrine algérienne. Rappelez-vous que le slogan algérien par rapport à la question palestinienne, l'Algérie est avec la Palestine dans quelles que soient, j'allais dire, les situations. Maintenant, il ne s'agit plus de regarder la Palestine donc d'un point de vue seulement émotif, mais il s'agit de sonner la sonnette d'alarme à travers le monde que ce genre de génocide ne peut pas être accepté. Il faudrait que le monde se mobilise pour défendre les Palestiniens, à travers les Palestiniens, défendre aussi l'humanité, car ce qui arrive aux Palestiniens aujourd'hui peut arriver ailleurs et n'importe où à travers le monde. C'est pourquoi je crois que l'avènement de l'Algérie au Conseil de sécurité, déjà, c'est un point important, car l'Algérie a fait un peu bouger l'hierarchie, elle a multiplié ses actions de défense contre cette tyrannie qui est là, qui ne dit pas son nom, mais en fait, au nom de... Qui est très présente. Très présente, au nom de tous les titres, sauf le droit des humains à la vie. Très bien, Omar Benbarti, depuis le départ, n'est-ce pas, on l'a dit, on va le répéter encore une fois, depuis le départ, l'Algérie a eu quand même une position assez glorieuse, tout à son honneur, assez courageuse lorsque beaucoup de voix se sont tues. L'Algérie s'est fait un petit peu l'écho de ces Palestiniens qui étaient en train de subir la souffrance et la douleur à Gaza au nord ou bien au sud. Et l'Algérie n'a jamais, à aucun moment, donc fait marche arrière. Au contraire, s'il y a convocation de réunion en urgence, il y avait toujours derrière l'Algérie, pour ne pas dire que c'était un petit peu le pays même qui demandait à ce que de telles réunions soient convoquées. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est que avec ça, il y a eu aussi le rôle de l'Afrique du Sud, et on le sait très bien. Il y a eu quand même une station assez importante, historiquement parlant, politiquement parlant, sur le plan même du courage, de l'honneur, qui est celle de l'Afrique du Sud, qui a quand même décidé d'intenter ou, si vous voulez, de faire un petit peu, de faire poursuivre l'entité sioniste pour crimes de guerre auprès de la CPI. Et ça, c'est en soi, Omar Benbarti, je veux dire, un fait à marquer avec une pierre blanche. Bien sûr, mais ce que je tiens à dire, c'est que l'Afrique du Sud n'a fait que rendre hommage à ce pourquoi elle a été elle-même défendue par l'Algérie du temps où elle était sous apartheid. Et donc ce qui se passe en Palestine, c'est exactement, sinon pire, que ce qui s'est passé durant l'apartheid de l'Afrique du Sud. Et donc l'Afrique du Sud n'a véritablement agi que parce que à ses côtés, il y avait aussi l'Algérie. Donc il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Le régime sioniste qui fonctionne actuellement en terre de Palestine est un régime qui est soutenu par le pire des empires, qui est l'empire américain, et qui est un empire qui est fondé sur le mensonge. Tous les Américains, tout ce dont nous a abreuvé ces États-Unis d'Amérique, cette Amérique, c'est fondé sur le mensonge, que ce soit le massacre des Indiens autochtones, des Apaches, des Comanches, des Dakota, des Nevada, des Pieds Noirs, etc., ou que ce soit l'illusion de Hollywood. Hollywood n'a fait que vendre du vent. Et donc, aujourd'hui, des pays comme l'Afrique du Sud ou un pays comme l'Algérie ne peuvent que soutenir les causes justes, ne peuvent que, comme vous l'avez mis dans le titre de votre émission, ne peuvent qu'être des porte-flambeaux des causes justes, que ce soit celle de la Palestine, que ce soit la guerre qui avait lieu au Vietnam dans les années 70, ou que ce soit la situation au Sahara occidental. Donc, ces peuples qui aspirent à être libres sont écrasés par une puissance qui est fondée sur le mensonge, et le sionisme international n'est rien d'autre qu'un prolongement de l'impérialisme américain. Oui. Ce n'est
un avatar de celui-ci. Et à partir de ce moment-là, il est évident que la position de l'Algérie et de l'Afrique du Sud, surtout en matière de génocide, ne peuvent que se rejoindre. Et donc, notre représentant, M. Ammar Benjama, et l'Afrique du Sud ne peuvent pas oublier que l'Algérie était le seul, je crois, un des rares pays à ne pas entretenir de relations avec l'Afrique du Sud raciste et de l'époque de l'apartheid. Ça, c'est important. Oui, justement, Ammar Benbarti, c'est un petit peu cette année 2024 a fait tomber beaucoup de masques, mais elle a aussi fait des révélations. Vous voyez, ce genre de révélations qu'on aime voir et qu'on aime entendre, à savoir que dans un moment de grande lâcheté mondiale, parce qu'il est très difficile aujourd'hui de se prononcer en faveur, par exemple, de la cause palestinienne ou d'autres causes justes, car ce n'est pas dans l'air du temps, vous voyez, et que finalement, on se retrouve avec deux pays très courageux qui ne cessent pas, justement, même s'il faut faire un matraquage médiatique pour que Gamal Abina, cette cause donc soit sue et surtout que ces massacres soient dévoilés parce que à l'ère où nous vivons, c'est l'ère de la technologie, donc on ne peut pas vraiment cacher grand-chose, même si on s'acharne à tuer beaucoup de journalistes qui travaillent sur le terrain, Gamal. On ne dit pas tuer mais assassiner, il faut utiliser les bons termes parce que c'est de l'assassinat. Quand on cible des journalistes et qu'on va les éliminer pour des raisons simplement de propagande, pour empêcher que l'information ne sorte, ça s'appelle de l'assassinat ciblé, et donc des crimes. Les crimes de guerre, ils sont légion et considérables. Vous avez fait référence à l'Afrique du Sud. Il est évident que l'Afrique du Sud, qui a été martyrisée par des racistes européens, je le rappelle, qui a vécu finalement la même domination occidentale avec ce racialisme détestable qui est le fruit effectivement de ce qu'on appelait le racisme scientifique du 19e siècle, évident que cette Afrique du Sud se voyait des points communs avec les Palestiniens. Les Bantoustans, les checkpoints, la misère sociale, la dégradation en tant qu'être humain, la négation de l'humanité, la spoliation des terres. Je rappelle qu'ils viennent d'Europe, ces Hollandais ou ces Anglais qui viennent voler la terre sud-africaine et qui martyrisent la population locale. Eh bien, la Palestine, c'est pareil, c'est les Européens qui viennent. On est en train de maquiller ça avec des histoires, avec une patine grossière de judaïté, mais c'est pas des Juifs. Les Juifs ont toujours existé en Palestine, ils sont orientaux. Les autres qui viennent d'Europe, on peut discuter de leur origine réelle. Mais une chose est certaine, c'est le même principe racialiste, donc raciste, et les Sud-Africains ne s'y sont pas trompés. Parce que qui était le seul État de façon officielle, évidente, à soutenir l'apartheid raciste en Afrique du Sud? C'est l'entité sioniste. Les Américains soutenaient effectivement, les Français du bout des lèvres, mais ils ne s'en vantaient pas trop. Mais les Anglais, ça va de soi. Mais il va de soi aussi que la bombe atomique sioniste a été obtenue par qui? Par les racistes sud-africains. C'est eux qui ont fourni le minerai pour pouvoir créer ces bombes atomiques, les 200 têtes nucléaires dont dispose cet État génocidaire. Et donc, quand on dit que les Sud-Africains sont dans le camp du bien, et c'est vrai, ils sont dans le camp des gens antiracistes, des gens qui ont été spoliés aussi, qui ont recouvré leur liberté, et Mandela n'a connu que très peu de pays pour le soutenir. L'Algérie, tout le monde le sait, c'est presque une évidence, tellement aujourd'hui, même son fils encense le pays. L'Algérie, la Libye, il faut se rappeler que Kadhafi était un antiraciste, le Nicaragua, un des rares pays d'Amérique du Sud qui résistait à la barbarie américaine, et l'Iran. C'est ces pays-là qui soutenaient. Il n'y en a pas eu d'autres. Et Mandela rendra hommage à ces pays quand il va aux États-Unis. Donc, c'est dire quoi? C'est qu'il y a un continuum historique. Quand Urbain II va lancer ses croisades en 1095, il fait croire que c'est pour que les chrétiens d'Europe, d'Occident, puissent faire leur pèlerinage. En réalité, c'est une spoliation de terre. Il voulait contrôler le trafic, effectivement, qui venait d'Asie. Eh bien, ces nouvelles croisades qu'on voit aujourd'hui, ce sont des croisades coloniales, évidemment, mais les croisades qui ont le sceau toujours du racisme, de la domination et du mépris de classe, du mépris de race. Eh bien, la Palestine aujourd'hui est martyrisée. Pourquoi? Parce que la racaille qui est au pouvoir, j'utilise le terme à dessein, on est obligé, quand on a des racistes et des fascistes, il faut utiliser le bon terme. Quand on voit que Netanyahou, c'est une guerre de lâches, c'est pas une guerre, un massacre quand on tue des civils qui n'ont même pas la capacité de répondre à des bombardements aériens, qui n'ont pas de couverture aérienne, qui n'ont évidemment pas d'artillerie, ni chars, ni rien. Quand on va tuer des civils, c'est systématiquement un strike, tous les jours il y a 50 morts en moyenne, eh bien ça s'appelle de la lâcheté. Ces hommes ne se battent pas d'homme à homme, ils se battent pas avec, comme à une certaine époque on se battait épée contre épée, ou fusil contre fusil, ils tuent des civils parce qu'ils sont incapables de démettre des fédéines des combattants. Et ces hommes, ces barbares qui sont venus d'Europe, rappelons-le toujours, c'est les Européens, sont en train de massacrer au Liban,
en Syrie, en Irak, au Yémen, ils s'amusent. Ils s'amusent, mais par contre, quand on leur rend les coups, ils ne supportent pas. Eh bien oui, effectivement, l'Algérie est dans le camp du bien par rapport à ça, parce qu'on ne peut pas accepter que des voleurs qui viennent voler une terre qui n'est pas la leur, qui viennent par effraction, vous expliquent aujourd'hui que, soi-disant, ce serait un juste retour de l'histoire 2000 ans plus tard, alors qu'ils n'ont rien à voir avec le Moyen-Orient. Ces gens-là sont des Européens, sont venus sur une terre qui ne leur appartient pas pour être certains de contrôler la région. C'est uniquement ça. Et ce qui est intéressant par rapport à l'Algérie, c'est cela qu'on peut souligner, tous les peuples arabes, sans exception, du Maroc, en passant par le Yémen et l'Irak, tous les peuples arabes sont avec l'Algérie, parce que l'Algérie a fait montre d'un courage extraordinaire durant sa première année en tant que membre non permanent, en binôme avec l'Afrique du Sud. C'est une action concertée et réfléchie, on l'a parfaitement compris. Et cette action n'était possible qu'avec des peuples libres. Les autres peuples arabes, malheureusement, sont dirigés par des traîtres, c'est comme ça. Mais une chose est certaine, enfin pas tous, quelques-uns sont un peu plus courageux, comme les Tunisiens, les Irakiens, les Libanais. Mais c'est vrai que très souvent, c'est plus des lâchetés qui l'emportent. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, devant le tribunal de l'histoire, qu'est-ce que pourront répondre les criminels de guerre qui ont massacré, une fois qu'on va ouvrir ce grand camp de concentration à ciel ouvert qui est Gaza, qu'est-ce que répondront ces barbares? 95% de destruction, 200 000 morts, parce que les chiffres sont largement sous-évalués. Quand on verra que ces barbares bombardent des hôpitaux, je veux dire, on ne tire pas sur les ambulances, eux, c'est les hôpitaux qui détruisent. Eh bien, on se posera les bonnes questions. Et l'Afrique du Sud, effectivement, dans son bon droit, dans sa fierté retrouvée, a pris le chemin, effectivement, des hommes qui sont courageux. Et Cyril Ramaphosa n'a pas à rougir de son action, ni tout son gouvernement. L'Algérie n'a pas à rougir de son action, ni tout le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont agi en faveur de la paix, en faveur du peuple spolié palestinien qui est chez lui, il faut le rappeler systématiquement. Oui. Eh bien, ces gens-là sont du bon côté de l'histoire. Quant aux barbares occidentaux qui soutiennent l'entité sioniste, ils sont du mauvais côté de l'histoire, mais finalement, depuis 400 ans, ont toujours été du mauvais côté de l'histoire. Et c'est aussi la première fois, Gamal Abina, il faut dire, en cette année 2024, que la Cour pénale internationale se prononce pour l'arrestation du criminel de guerre Netanyahou et toute la compagnie, sans vouloir citer de nom, je ne veux pas leur faire de la publicité, et donc que tout le monde connaît. Et ça, c'est une première, je veux dire, pour une CPI qui a tout le temps été critiquée à ce sujet, de faire un petit peu dans les deux poids, deux mesures, comme on le disait tout à l'heure, car on a vu qu'à la CPI, il n'y avait que des dirigeants, par exemple, je le cite, des dirigeants africains qui passaient et que les autres étaient bien sûr prémunis. Et pour en parler sur cet aspect, je reçois avec nous Miloud Chenoufi en direct du Canada. Vous êtes professeur, professeur de relations internationales au Collège des Forces canadiennes à Toronto. Miloud Chenoufi, bonsoir. Bonsoir à vous. Donc je disais que c'est une première quand même pour la CPI qui se prononce pour l'arrestation des dirigeants sionistes pour crimes de guerre. Ça, on ne l'avait pas vu auparavant. Je crois que le seul qui était poursuivi, c'était Sharon, qui finalement est mort. Est mort, il est parti comme ça. Je veux dire, il a échappé belle, quoi. En fait, effectivement, mais ce n'est pas la première tentative. Oui. C'est-à-dire que à l'époque de la procureure générale qui était en poste avant Karim Khan, Madame Bensouda, il y avait eu une tentative. Et cette tentative a été torpillée par les pressions qui avaient été exercées à l'époque par l'administration américaine et les menaces directes contre Madame Bensouda qui lui ont été signifiées par Israël et l'information à filtrer, c'est dans le domaine public où on est allé jusqu'à lui dire que il était possible qu'on porte atteinte à sa famille. Bien entendu, ce n'est pas elle en tant que personne qui a reculé, puisqu'elle a tenu tête et elle a continué d'essayer d'initier quelque chose contre Israël, bien avant le génocide actuel. La nouveauté, cette fois-ci, c'est que Karim Khan, l'actuel procureur général, a réussi là où Bensouda, malgré ses tentatives, n'avait pas réussi. Et ça, c'est effectivement une première parce que pendant très longtemps, la question fondamentale de la légitimité de la justice internationale est tournée autour du thème du deux poids, deux mesures. Et le deux poids, deux mesures a toujours été à l'œuvre. En fait, on peut dire effectivement que avec l'inculpation ou avec l'émission de cette arrestation ou
contre Netanyahou, c'est vrai qu'il y a un regain de légitimité. Mais vous savez, la liste des crimes de guerre potentiels dans les guerres qui ont été menées depuis la fin de la guerre froide est encore très longue. Et bien entendu, tous ces criminels de guerre qui portent la citoyenneté des États puissants, notamment les États occidentaux, principalement les États-Unis, eh bien, on n'est pas encore à la veille de leur inculpation. Et donc, c'est un pas dans la bonne direction, mais on est encore loin d'une justice internationale qui soit impartiale et qui est définitivement exemptée de ce soupçon du deux poids, deux mesures. Un dernier élément, si vous permettez. Vous savez, j'ai eu l'occasion de dire sur votre antenne dans le passé que les affaires mondiales avancent ou fonctionnent sur deux lignes parallèles. Il y a la ligne du droit, la ligne de l'éthique et de la morale, et sur cette ligne-là, c'est clair que les Palestiniens ont la haute main. Vous avez une deuxième ligne sur laquelle fonctionnent les affaires mondiales, c'est la ligne de la puissance. Et c'est sur cette ligne-là que les Palestiniens sont les moins favorisés, et c'est la raison pour laquelle ils sont victimes d'un génocide. Pas seulement à cause de la barbarie d'Israël, mais également à cause de la complicité dont bénéficie Israël et de la passivité du monde arabe qui ne fait pas le minimum pour en fait soit mettre un terme ou empêcher une boucherie comme celle à laquelle nous assistons depuis un peu plus d'un an. Oui, 2 ans pratiquement, enfin quelque part, oui. Justement, monsieur, restez avec nous, le débat n'est pas terminé. Je vous propose de voir ensemble ce sujet signé Esma Laïd concernant donc ce génocide à Gaza qui perdure, qui se poursuit. Le génocide s'est poursuivi à Gaza en 2024. La population civile de l'enclave n'a pas été épargnée par la barbarie du bourreau sioniste pendant les 12 mois de l'année en cours. Un enfer que les Palestiniens ont vécu sans aucun répit. Le monde s'est horrifié tout au long de cette année. Il ne se passe pas un jour sans que des dizaines, voire des centaines de Palestiniens tombent en martyrs, portant le bilan à plus de 45 000 martyrs et plus de 100 000 blessés. La bande de Gaza est témoin de souffrances continues liées à la famine, à la propagation de maladies, d'épidémies et de déportation de populations. Les habitants de l'enclave palestinienne s'abritent désormais sous les tentes, elles aussi ciblées par les bombardements sionistes. Censés être protégés par les conventions internationales en temps de guerre, hélas, les journalistes n'ont pas été épargnés par la barbarie sioniste. 68 professionnels des médias sont tombés en martyrs en 2024. L'entité sioniste vise les journalistes pour commettre un génocide à huis clos. Nous sommes tous des enfants de Gaza! En 2024, le monde a connu des manifestations massives en signe de solidarité avec le peuple palestinien. Aux 4 coins du globe, les appels à un cessez-le-feu se sont multipliés. En 2024, l'entité sioniste a ciblé les leaders de la résistance palestinienne. Ismail Haniyeh est tombé en martyr dans une frappe sioniste à Téhéran le 31 juillet 2024. Haniyeh, homme connu pour son courage et sa détermination, était un obstacle pour l'occupant criminel et barbare. Ya Ahl Gaza, Ahl al-Izza, wat-tadhiyati wal-fida. L'entité sioniste s'en est également prise quelques jours plus tard à la légende Yahya Sinwar le 17 octobre 2024. La mort en héros du légendaire Sinwar força l'admiration du monde entier. Le 28 octobre 2024, le Parlement sioniste avait voté une loi interdisant les activités de l'UNRWA dans les territoires palestiniens occupés. Le but est d'empêcher définitivement le retour des réfugiés.
Le 21 novembre 2024, la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt à l'encontre du sioniste Netanyahou pour crimes de guerre et contre l'humanité. Sur la scène internationale, les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU resteront sans suite. L'année 2024 se termine comme elle a commencé avec le génocide qui restera une tache obscure dans l'histoire de l'humanité. L'année 2025 ne verra certainement pas la mort de la résistance palestinienne motivée par la justesse de la cause continuera à combattre l'occupant jusqu'à la victoire ou la mort en martyr. Voilà, c'était un sujet signé Esma El-Eid et parfois résister est également une forme de combat puisque sans armes, les Palestiniens sont complètement délaissés, isolés. Cette année aura été aussi, si vous voulez, marquante dans le fait où à partir du moment où on a perdu quand même deux personnalités phares, emblématiques de la résistance palestinienne ou de la Palestine tout court, parce qu'on ne veut pas non plus faire dans la particularité. D'abord, Ismail Haniyeh, n'est-ce pas? Le 31 juillet 2024, il a été assassiné, ou en tous les cas, on ne sait pas encore par quel missile il aurait été ciblé. Par contre, on sait très bien qui a précipité le départ de Yahya Sinwar. Cette mort de Yahya Sinwar, devenue finalement iconique, légendaire, au fait, on a obtenu exactement l'effet inverse de celui qu'on voulait. Par rapport, je parle bien sûr par rapport à de l'entité sioniste, puisque c'est de l'aveu même de ses propres ennemis que cet homme a été qualifié de courageux et de héros, comme le dit donc si bien Esma El-Eid dans son sujet. Abdelkader Soufi, finalement, 2024, on retiendra que Yahya Sinwar n'est plus. Oui, paix à son âme, et lui à Haniyeh, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'une révolution ne se fait pas que par deux personnes. Voilà. Donc c'est tout un peuple qui est derrière et c'est tout un peuple qui est sur le terrain. D'ailleurs, nous avons vu les conditions dans lesquelles a été assassiné Yahya Sinwar en tant que combattant, en tant que soldat de la paix, en tant que soldat moujahid qui défend l'indépendance et les intérêts de son pays. Ça rappelle un peu aussi la guerre de révolution algérienne, c'est que tout le monde était au même pied d'égalité, et les chefs et le reste des combattants, donc des militants. Encore une fois, au moment où justement l'entité sioniste et ceux qui sont derrière pensaient avoir gain de cause et avoir eu raison de la révolution algérienne. En Palestine, parce qu'on parle en Palestine, en tuant, en éliminant les chefs, ça a été le cas aussi avec le Hezbollah. C'est donc l'effet inverse qui a été, on a vu donc la révolution, la résurrection a été beaucoup plus intense, elle a été beaucoup plus violente et elle reste jusqu'au jour d'aujourd'hui présente. Qu'avait réussi l'entité sioniste, sinon ce génocide contre les civils et contre les villes palestiniennes? Sinon, rien. En matière de stratégie militaire, ils n'ont pas pu éliminer la résistance. La résistance, elle est toujours là. Est-ce qu'ils ont pu occuper, j'allais dire coloniser, occuper totalement le territoire de la bande de Gaza? Eh bien non, ils n'ont rien fait. Et donc, il est vrai que la mort de Haniyeh d'ailleurs, elle a été reprise ces derniers temps par l'entité sioniste qui, quelque part, dit qu'elle a été derrière cet assassinat. La mort aussi de Yahya Sinwar exprime une autre volonté de la population palestinienne que d'aller jusqu'au bout, ça veut dire ou l'indépendance ou la shahada.
Et là, encore une fois, je crois que le temps donnera raison à la révolution. Toutes les révolutions ont fini par avoir gain de cause, quelle que soit la force et la portée et la puissance de l'ennemi. Très bien, Abdelkader Soufi. Alors, après juste une petite page publicitaire et on revient au débat. De retour sur le plateau de l'émission spéciale rétrospective 2024. Monsieur, nous sommes sur la mort ou le martyre de Yahya Sinwar. J'aimerais revoir avec vous, monsieur, Gamal Abina, Omar Ben Barti et bien sûr Miloud Chenoufi. Aujourd'hui, comment cette mort ou cette disparition de Yahya Sinwar, le bon Dieu a voulu que ce soit une mise en scène finalement digne d'un film hollywoodien, avec l'excellence divine, bien sûr, la touche divine, parce qu'on s'attendait à tout, sauf à cette mort héroïque qui finalement a rendu cet homme encore plus emblématique qu'il ne l'était déjà, Omar Ben Barti. Yahya Sinwar, il est plus qu'emblématique, effectivement, comme vous dites si bien. C'est la figure de proue actuelle, moderne, de la résistance palestinienne, et sa mort, qui est une mort héroïque, et puis ses prises de position, en vérité, parce que bon, il est mort, il y a des milliers de Palestiniens qui sont morts avant lui et qui sont en train de mourir encore aujourd'hui. Mais toujours est-il que lui a eu des positions très fermes. Il a toujours rejeté des formes de négociation du genre couchez-vous et acceptez ce qu'on vous demande. Et il a été l'homme par lequel, à travers qui s'exprimait la résistance palestinienne. Donc, il n'a jamais accepté de compromission. Oui. Donc, au-delà d'être une icône, c'est plutôt un petit peu, je vais peut-être être un peu grandiloquent, mais c'est l'Arbi Ben Mehdi de la Palestine. Oui. C'est comme ça que je le vois. Oui, très bien, Omar Ben Barti. Gamal Abina, finalement, la mort de Yahya Sinwar est en soi une histoire. Au fait, à elle seule, c'est une histoire qui résume celle de tous les Palestiniens, c'est-à-dire la résistance. On a vu dans un endroit complètement en déconstruction, c'est-à-dire au milieu de débris, c'est toute la situation des Palestiniens dans leur souffrance, et de là, émerge un courage subliminal quelque part. Gamal. Tout à fait. Il faut comprendre qu'il y a Yahya Sinwar, qui a donc fait beaucoup de prison, évidemment, par rapport à l'occupation, qui est lui aussi chez lui, il faut le rappeler, qui était de Gaza, a été la figure de proue de la résistance. Alors, de la résistance armée du Hamas, évidemment, qui a, semble-t-il, organisé toute cette attaque, qui fait écho d'ailleurs à quelque chose. C'est un homme qui avait lancé l'attaque, ça fait écho aux 50 ans du 6 octobre 73, mais il a peut-être fait le 7 parce qu'il est né le 7 octobre. Donc c'est peut-être ça qui l'a motivé. Ce qui est certain, c'est que c'est la figure de la résistance sans moyens. C'est de la résistance asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a des moyens militaires dérisoires d'un côté. Oui. On voit bien que là, c'est un drone qui va l'assassiner, parce qu'évidemment, il n'y a pas de volonté de le capturer, on l'assassine directement, comme toujours. Les méthodes israéliennes sont celles-là, et il ne bouge pas. Il montre que de toute façon, il a dit qu'il ne partirait pas, et qu'il partirait effectivement, qu'il mourrait les pieds debout, j'allais dire, alors qu'il était blessé. Ça rappelle par bien des égards beaucoup de résistants qu'on a connus. Je ne parle même pas en Algérie, mais même Kadhafi qui n'a pas quitté la Libye alors qu'il pouvait, Saddam Hussein qui n'a pas quitté l'Irak. Bref, c'est des hommes qui vont jusqu'au bout de leurs convictions et qui vont être assassinés parce qu'une armée tentaculaire, soutenue par les plus grandes puissances mondiales occidentales, obtient des résultats, évidemment, qu'elle ne pouvait pas ne pas obtenir. Quand vous détruisez 80% du territoire, il n'est pas difficile, évidemment, d'assassiner cet homme dont on faisait croire qu'il était, d'ailleurs, comme Saddam Hussein ou Kadhafi, on fait toujours ces images ridicules d'hommes qui se terrent sous terre comme des rats. Et c'est pas ce qu'on a vu. On a vu un homme qui était dans un immeuble, qui était en mouvement, qui n'était pas caché dans des tunnels fantomatiques qui n'ont jamais existé ou très peu. Il y a quelques tunnels, c'est vrai, mais c'est pour l'essentiel des trous et des zones de combat. Eh bien, il était resté. Il n'a pas bougé. Et donc, ils l'ont assassiné parce que la rage et la haine qu'ils avaient contre lui est constitutive de la fragilisation de leur position. C'est-à-dire que l'idée de l'invincibilité absolue de ce grand David devenu Goliath, qui était imbattable, a été battue en brèche le 7 octobre. Ils ont été incapables de faire face à une attaque de filaments de Fedaïn. C'est pas une grosse attaque. Alors évidemment, il y a eu aussi des impairs, il y a aussi des civils qui ont été tués, ce qui est toujours dommageable. Mais une chose est certaine, c'est que la réponse est évidemment
parle même pas de disproportion, elle est barbare, parce que vous tuiez le même nombre de civils, ok, fois 10, ok, non, on est à fois 100, simplement pour vous venger. C'est une guerre de vengeance, une guerre d'annihilation, c'est une guerre génocidaire, on le sait, c'est une guerre pour laquelle les deux plus grands criminels, Galland et Netanyahou, sont poursuivis, mais pas seulement, hein, c'est un gouvernement. Et c'est une guerre qui démontre que l'idée que veut faire croire Israël, en l'occurrence, c'est l'idée qu'ils peuvent taper où ils veulent, quand ils veulent. Quand ils vont assassiner Haniyeh à Téhéran, ils veulent montrer qu'ils sont bien renseignés et qu'ils ont à tout moment la possibilité d'assassiner à distance. Et donc c'est vrai que cette volonté obsessionnelle de vouloir tuer des gens à distance avec des armes hyper technologiques a quand même vécu, dans la mesure où aujourd'hui on voit bien que leur dôme de fer laisse tout passer. Maintenant, c'est les Américains qui proposent l'alternative du dôme de fer. On voit bien que les drones ont invalidé les stratégies militaires. On voit bien que les missiles hypersoniques sont inatteignables, inarrêtables. Le Palestine 2, que lance les Yéménites, est un missile qui n'est jamais intercepté, ou très rarement. Et on voit surtout bien que les rapports de détestation de ce peuple que tout le monde aimait, à l'origine, c'est un peuple martyr, je parle du peuple juif, Oui. qui se retrouve en Palestine comme colon, devient un peuple bourreau. Et c'est souvent malheureusement un processus classique. Un peuple martyr qui finira par basculer dans la barbarie, c'est un peuple qui a été entraîné à cela. On l'a éduqué, on lui a fait croire qu'ils étaient eux les victimes expiatoires du monde entier, qu'il faut tuer le maximum de monde. La problématique, c'est quoi? C'est que contrairement à l'idée reçue et l'idée raciste reçue de faire croire qu'il y aurait un antisémitisme arabo-musulman, c'est pas l'antisémitisme. Les Palestiniens, ils en veulent pas aux sémites. C'est pas leur propos, puisqu'il y a des juifs sémites arabes et ils n'ont aucun problème avec eux. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est de se dire, nous, peuple palestinien, nous craignons l'extermination. Nous craignons la spoliation totale, nous craignons la disparition, c'est ce qui est acté d'ailleurs, de la terre de Palestine. Et nous n'en voulons pas aux Juifs parce qu'ils sont Juifs, nous en voulons aux colons parce qu'ils sont colons. C'est un peu comme l'Algérie et la France. Oui. Les Algériens n'en voulaient pas aux Français, c'est pas le propos. Ils en voulaient aux colons qui étaient en Algérie, qui se réclamaient de la France. Et bien là, c'est pareil. Donc c'est vrai que ce miroir est là, mais Yahya Sinwar, ils ont voulu le dégrader en filmant cette séquence avec le drone et en l'assassinant. Ils ont eu un effet inverse. Finalement, il n'a pas bougé, il n'a pas frémi, il n'a pas eu peur, il n'a pas fui. Il n'a pas est resté tremblé. face. Il n'a pas tremblé. Il a même jeté un bâton, ce qui est symbolique. Hein. Dans la région, on sait ce que ça signifie. Il a jeté un bâton pour dire « je ne baisserai pas la tête. Je ne ferai pas plaisir. Oui. Je n'en rappellerai pas ». Et j'ai envie de rappeler que Saddam Hussein, c'est pareil. Il n'a pas baissé la tête le jour de l'Aïd quand il est assassiné. C'était d'ailleurs l'anniversaire, c'était hier. Et je rappellerai que Kadhafi n'a pas baissé la tête quand il a eu ses bourrins en face de lui, accompagnés des forces spéciales françaises. Ces hommes ont toujours été des combattants combatifs qui ne baissaient pas la tête parce qu'ils ont un nationalisme arabe chevillé au corps. Et c'est en cela que l'Algérie se reconnaît en eux, parce qu'effectivement, c'est ce nationalisme algérien, et donc un nationalisme arabo-musulman, qui était le fer de lance de la libération de ces peuples. Très bien. Gamal, pour qu'on puisse un petit peu laisser aussi la chance à nos invités de s'exprimer sur la question, Miloud Chenoufi, vous qui avez donc fait quand même avec notre antenne, vous avez parlé également de cette question de Yahya Sinwar. Nous avons vu quelque chose de inédit. On a vu, par exemple, sur les réseaux sociaux, des inconnus à travers le monde qui versaient des larmes pour Yahya Sinwar qu'ils ne connaissaient pas. C'est-à-dire que finalement, cet homme est devenu un héros pour tous, malgré toutes les tentatives de l'antitessionniste si vous voulez, de le transformer quelque part en ogre ou en assassin ou en terroriste. L'effet a complètement été l'inverse, voilà. En fait, il a déjà été dit qu'effectivement, l'objectif était de montrer au monde entier à quel point Israël était puissant et qu'il pouvait porter des coups fatals à leurs ennemis. Mais vous savez, l'effet a été l'exact contraire, on l'a déjà dit. Vous savez, moi, la personne qui m'a appris la disparition de Sinwar est quelqu'un qui vit ici à Toronto, qui n'est ni musulman, ni arabe, ni particulièrement pro-palestinien, voire même une personne qui a une certaine sympathie, en tout cas avant le génocide, pour Israël. Et c'est cette personne-là qui m'a dit que ce monsieur est mort en héros, parce qu'il défendait une cause. Il défendait la cause d'un peuple auquel il appartient. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec son idéologie il lui reconnaît son mérite. La cause pour laquelle il se bat est une cause autour de laquelle il existe aujourd'hui un consensus mondial pour dire qu'il s'agit d'une cause juste. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément est que la stratégie d'Israël d'assassiner les leaders palestiniens ne date pas du génocide actuel. Vous savez que le fondateur de Hamas, Sheikh Yassin, a été assassiné lui aussi au début des années 2000.
Rappelez-vous des assassinats dans le passé, Abu Jihad, Abu Iyad, Rassan Kanafani, etc., etc. Et la stratégie israélienne est de penser qu'en décapitant la résistance palestinienne, c'est la résistance elle-même qui est anéantie ou neutralisée. Or, ce qu'on a pu observer, c'est que chaque fois qu'il y a eu justement ce type d'assassinat, eh bien, les leaders assassinés ont été remplacés par des leaders encore plus déterminés à résister. Quelqu'un a dit tout à l'heure que pour les Palestiniens, c'est résister ou tomber en martyr. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Du côté palestinien, c'est un devoir de résister. Ils le font de manière admirable, pas uniquement à Gaza, mais dans les territoires palestiniens occupés, mais ailleurs dans le monde. Mais le deuxième élément qui est celui de tomber en martyr, eh bien ce n'est pas leur seule responsabilité. C'est la responsabilité des Arabes aussi. C'est la responsabilité de la communauté internationale. Donc, s'ils sont massacrés et s'ils sont exterminés, la responsabilité incombe d'abord du point de vue pénal à Israël, mais la responsabilité morale et juridique incombe au reste de l'humanité aussi. Oui, c'est pour ça que Benjamin, lors d'une de ses allocutions, disait que vous serez tous tenus pour responsables devant l'histoire lorsque celle-ci vous interrogera. Et on sait très bien que l'histoire ne pardonne pas. En tous les cas, n'oubliez pas, comme on essaye de nous le faire croire. Messieurs, le volet palestinien pourrait prendre toute l'émission, mais comme on fait une rétrospective, donc voilà, actualité oblige, n'est-ce pas? On a vu que ce qui s'est passé à Gaza, le génocide à Gaza, il y a eu quand même un embrasement. Cela s'est un petit peu aussi étalé vers les pays voisins et c'était un peu prévisible avec les menaces et les mises en garde, des craintes d'embrasement. Et bien voilà, embrasement il y a eu, puisque de toute façon, le Liban a également été percuté de plein fouet. Le Liban qui se retrouvait dans une guerre malgré lui. D'ailleurs, à chaque fois, c'est la même chose. 2024 aura donc également été marqué par cette guerre, si vous voulez, ou cet embrasement au Liban, et surtout par l'assassinat du leader du Hezbollah, donc Hassan Nasrallah, qui a été donc un véritable coup porté à la résistance, si on veut, libanaise, même si cela ne va pas, comme je le disais, Abdelkader Sofi, pour complètement anéantir la résistance. Et on sait très bien que ce ne sont que des noms qui peuvent partir, mais la résistance, elle demeure. C'est aussi également, on va dire aussi cette situation en Iran qui a été également bouleversée avec le crash d'avion du président iranien. Donc ce sont une multitude et une succession d'événements en 2024 dans cette région qui sont en train de, quelque part, faire rebousculer la géopolitique de cette région en ce moment. Est-ce que c'est l'année de la mutation 2024 ? En fait, je l'ai dit souvent, je le répète. Donc, si d'un point de vue d'analyse régionale, on peut parler justement d'acteurs régionaux, de positionnement, de repositionnement, donc les visées de l'entité sioniste, le repositionnement de l'Iran, le retour de la Turquie sur la scène internationale, la résistance en Palestine, la résistance au Liban, aussi ce qui se passe. Mais en réalité, si on regarde bien, nous sommes dans un croissant de crise qui vient du Caucase à partir de l'Ukraine, qui traverse le Moyen-Orient jusqu'à la Corne africaine et qui va prendre tout le chemin de la région sahélo-saharienne et du nord de l'Afrique. Et cela s'explique par une guerre ou une transition dans l'ordre mondial de repositionnement. Les Américains qui recherchent donc avec leurs alliés à reconquérir du terrain, à prendre un dessus sur cette région, mais aussi sur l'Europe. Ça veut dire que l'hégémonie américaine étant mise à épreuve, on essaye de reprendre cette position. C'est vrai que quand on voit depuis 2012, avec l'approche de Barack Obama, quand il a fait le rebalancement entre cette région et de l'Asie-Pacifique,
il en a été décidé de ce qu'on appelle le contrôle par derrière. Sauf que quand on voit réellement, Ce qui se passe. Les Américains ne s'impliquent pas directement. Mais dans certaines situations, si, on a vu quand même que l'OTAN a pu déployer les grands moyens depuis le 7 octobre en Palestine. Il se trouve qu'il y a des projets d'envergure internationale, mondiale, entre les grandes puissances, un repositionnement, quel ordre mondial, quelle position pour les uns et pour les autres. C'est l'adage qui dit que 2 éléphants, quand ils chargent, c'est l'herbe en dessous qui en souffre. Effectivement, ceux qui en souffrent, ce sont les populations en Liban, en Palestine, en Syrie, en Irak, au Soudan, en Libye, et j'en passe. Donc, c'est vrai, d'un point de vue de vision locale, on va voir les intérêts et les conditions de vie des uns et des autres. Et on peut en parler du problème de la démocratie, de la tyrannie, et tout ce que vous voulez. Mais la réalité, elle est tout autre. C'est que ce clivage qui a été créé au sein des États eux-mêmes, donc paraît comme étant un débat qui a pris d'autres tournures par rapport à un mode de gouvernance. Mais la réalité, elle est tout autre. Le problème n'a jamais été ce mode de gouvernance, il a été la stabilité des nations, la stabilité des pays et des régions. Et la stabilité des pays et des régions, on la voit très bien. Il y a certains pays qui se sont désolidarisés par rapport à la question phare et centrale qui est la Palestine, par exemple au Moyen-Orient, et qui se sont couchés. Je pense qu'un des intervenants a parlé de cela, se coucher totalement pour être dans les bonnes grâces de l'Occident. Voilà. C'est de l'aplaventrisme, ça s'appelle. Voilà, donc un petit peu pour être rapide et pour pouvoir un petit peu revenir sur les principales, si vous voulez, les principaux axes de ce qui a marqué cette actualité en 2024, monsieur, il y a eu également ce qu'on appelle cette profondeur africaine. Alors quand on parle de la profondeur africaine et de son importance pour l'Algérie, on parle de cette région de l'Afrique qui est donc l'Afrique sahélienne ou sahélo-sahélienne ou subsaharienne. En tous les cas, une région qui est en pleine mutation. Il n'y a pas que ça aussi, puisqu'il s'agit également de l'Afrique de l'Ouest, où on voit qu'il y a un mouvement d'élection. On pourrait dire que cette année 2024, finalement, a été l'année des élections, en quelque sorte, si on veut faire simple. Et ce n'est pas le cas, en tous les cas. On ne veut pas faire simple, mais on va dire ainsi. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe en Afrique, Gamal Abina, en ce moment, et surtout dans cette région? Pourquoi ces pays sont en pleine mutation ou sont en plein, si vous voulez, ils sont en train de casser des chaînes qu'on aurait cru peut-être incassables quelque part? Simplement parce qu'il y a un courant qu'on appelle le néo-panafricanisme qui a donné une conscience collective aux Africains en règle générale, et particulièrement dans la région du Sahel. La région du Sahel, c'est essentiellement des pays qui ont été colonisés par la France, qui ont été néocolonisés par la France, et pour lesquels, souvent, il y a eu des guerres provoquées, des coups d'État, des coups de force. Le seul pays faisant exception à la règle, c'est le Sénégal, qui a produit une élection, qui a conduit ce duo au pouvoir. Donc Maïga et je sais pas, Maïga, je suis fatigué. Et les deux, Sonko et puis son acolyte. Maïfaï, absolument, voilà, je dis Maïga, c'est Maïfaï. Effectivement, vous avez deux hommes qui se réclament du panafricanisme et qui remettent en question la dominance du franc CFA, qui est un moyen extraordinaire de pression. Mais il y a une conscience collective qui s'est élevée dans les populations jeunes, éduquées, et qui ont des figures de résistance qu'on connaît très bien, que ce soit Sankara, Lumumba et d'autres grandes figures, Nkrumah et autres, qui ont toujours revendiqué cette indépendance après les colonisations. Et donc cette façon de se positionner, que ce soit par les coups de force militaires ou simplement par des élections libres et démocratiques qui conduisent au même résultat, la même demande du peuple, à savoir l'indépendance vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, le départ des troupes françaises. On l'a observé par rapport au Tchad, après une élection, on a quand même le fils d'Idriss Déby qui finira par demander le départ des Français. Le Niger, c'est pareil, la base des Françaises et la base d'Agadez américaine ont été libérées. Et évidemment au Sénégal, au Mali, au Burkina, enfin, on a un effet d'accélération de l'histoire qui est consécutive à une conscience collective commune. C'est là où on voit le panafricanisme dans toute sa splendeur. Tous ces peuples, finalement,
finalement, réclament la même chose parce qu'ils ont été sous le joug du franc CFA et donc de la France, des armées françaises coloniales, pendant une guerre qui a duré trop longtemps par rapport à cette fameuse guerre antiterroriste, mais qui en vérité est un prétexte pour déployer des troupes au sol. Aujourd'hui, à part la Côte d'Ivoire qui est encore dans les petits papiers de la France, tous les autres pays en ont fini. Donc c'est vrai que ce néo-panafricanisme a, semble-t-il, réussi à faire une tache d'huile incroyable et surtout à donner une conscience collective d'un monde qui change vie depuis 2022, d'un monde qui est à nouveau dans une guerre froide qui ne dit pas son nom, mais d'un monde effectivement qui donne le choix aux Africains de ses partenaires. Oui. Omar Ben Barty, finalement, ces élections sont aussi, ont démontré un petit peu, si vous voulez, cette soif des Africains à vouloir décider d'eux-mêmes de leur sort, puisque on l'a vu, le premier élément, c'est la France qui est devenue indésirable dans la région du Sahel, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Tchad dernièrement, au Sénégal également, et surtout qui est devenu un petit peu un leitmotiv. C'est le point commun un petit peu de tous ces pays africains qui, la première des choses qu'ils ont fait avant les élections, c'était tout simplement de renvoyer ou de demander aux troupes françaises de rentrer chez elles. Omar Ben Barty. Oui, ça c'est une vision, mais il ne faut pas perdre de vue que ce colonialisme qui est là depuis plus de 400 ans va se laisser virer de cette façon aussi facilement. Ce que fait actuellement la France, elle est en train de redéployer, contrairement à ce que l'on croit, ou ce que veulent bien nous faire croire les médias européens, les armées françaises sont toujours présentes à travers l'ensemble du continent africain et elles se redéploient à travers des mises en scène différentes. Donc il ne faut pas trop s'illusionner parce que au bout de 4 siècles, nous savons très bien comment fonctionne ce colonialisme. Il ne répond qu'à une situation de force. L'Algérie, qui est un pays africain, n'a réussi à sortir la France de ce pays qu'au bout de 132 ans de guerre. Donc, il n'y a pas lieu. Les masques sont en train de tomber, certes, mais tout à l'heure, Gamel Abina parlait du panafricanisme. Je lui rappelle que le panafricanisme, il existe depuis bien longtemps. Et ce n'est pas les panafricains d'aujourd'hui, ou la diaspora panafricaine qui se trouve un peu éparpillée à travers le monde, qui va développer quoi que ce soit. La seule, je dis bien la seule autorité qui pourra permettre de mettre dehors le colonialisme et le néocolonialisme, c'est la force. Tant que ces pays africains continueront, comme la Côte d'Ivoire et d'autres pays, le Sénégal, etc., le Ghana, le Bénin, qui sont des créations artificielles, rappelons-le. Je rappelle aussi au passage que le Niger, c'est pas ce que l'on croit aujourd'hui. Le Bénin appartient au Niger. Le Mali, c'est beaucoup plus important que ce que l'on en a voulu nous faire croire. C'est un découpage qui a eu lieu. Bon, il a eu lieu, il est ainsi fait, mais les peuples n'oublient pas leur histoire. Et donc, quand je dis que les masques sont en train de tomber, je veux dire par là que la seule capacité qu'auront ces pays un jour de mettre dehors les puissances occidentales coloniales et néocoloniales, ce sera le jour où elles seront suffisamment fortes. C'est ce qu'essaye de faire l'association des États du Sahel, les 3 pays, Niger, Mali et Burkina Faso, mais ce ne sera pas aussi simple que ça. Merci. Le redéploiement, le fait d'avoir mis dehors les soldats français, ça ne veut pas dire qu'ils sont partis, ils sont encore éparpillés à travers l'ensemble du continent africain. Très bien, Monsieur Omar Ben Barty. Miloud Chennoufi, je voudrais un petit peu revenir avec vous sur le dossier sahraoui, parce que effectivement, nous avons également le dossier sahraoui, en plus de celui donc de cette Afrique qui est en train un petit peu de respirer cette ère de souveraineté. En tous les cas, des prémices de changement sont bien lancées. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On me dit qu'il ne nous reste plus moins d'1 minute. Alors, il y a cette grande victoire par rapport au dossier sahraoui, par rapport à la Cour de justice européenne qui a donc donné le droit de non-exploitation par le Maroc. Juste pour faire bref dans ma question. En fait, effectivement, je ne suis pas un expert de la question, mais vous savez, aux yeux du droit international et aux yeux d'une organisation multilatérale comme l'ONU, la question sahraoui est une question de décolonisation. Elle continue d'être vue à partir de ce prisme. Bien entendu, du côté du Maroc, on essaie de la présenter d'un autre point de vue et créer autour d'elle toutes sortes de bruits afin qu'elle ne soit pas conçue de cette manière-là. Mais on voit également que sa nature de lutte anticoloniale reste là. En fait, brièvement, M. Miloud Chennoufi. Oui, on n'a pas le temps d'élaborer, mais j'aurais bien aimé
aborder une question sur le néocolonialisme, ça sera pour une prochaine fois. Oui, en tous les cas, on l'espère. Il y a eu également les élections aux États-Unis et de cela, donc on va voir ce qui va en découler avec Donald Trump à la tête des États-Unis. En tous les cas, voilà pour ce qui est de 2024 et ce n'est que exhaustif parce qu'il s'en est passé des événements durant cette année. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis tout au long de cette émission. On se retrouvera peut-être pour d'autres émissions. Je vous souhaite une très bonne année. Au revoir à tous. Merci beaucoup à Abdelkader Sofi d'avoir été avec nous. Merci à Gamal Abina, merci Milot Chenoufi, merci également à vous Omar Benberti. Au revoir.